Les gens, ils marchent dans la rue, on voit conseiller en gestion de patrimoine, jamais ils vont rentrer. La question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est pas réservé aux riches? Ça véhicule une image de c'est que pour les riches, alors qu'en fait c'est juste une question de volonté. Je ne veux pas de discrimination patrimoniale. L'IA, je suis persuadé que c'est quelque chose qui va bouleverser le monde. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas pris conscience de ça, que ça va bouleverser le monde. Aujourd'hui, on continue notre série de rencontres avec des professionnels du monde de l'immobilier. L'objectif, c'est de rendre accessibles des métiers parfois méconnus et d'essayer de les démystifier en donnant la parole à des personnes passionnées, mais aussi passionnantes. Dans cette vidéo, on va faire un focus sur un métier essentiel, mais souvent mal compris, celui de gestionnaire de patrimoine. On va voir ce qu'il fait concrètement, à qui il s'adresse et casser quelques idées reçues, mais aussi découvrir les personnes derrière ce métier. C'est parti pour un nouveau focus. Bonjour Ulrich. Bonjour David. Écoute, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de ton invitation. On va attaquer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, alors moi c'est Ulrich Lecaudet, je vais faire 48 ans au mois de mai. Je suis en couple et j'ai deux enfants en bas âge, 5 et 7 ans. Tu exerces le métier de gestionnaire de patrimoine. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui t'a poussé à devenir gestionnaire de patrimoine? En fait, à la base, c'était pas quelque chose qui était bien précis. À travers mes métiers précédents, donc avant j'étais courtier en assurance santé, j'étais salarié d'un cabinet. Et lors de mes rendez-vous concernant les mutuelles, le feeling passait tellement bien avec mes clients que souvent on me demandait est-ce que je peux les conseiller sur l'épargne. D'accord. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, j'ai dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là. À partir de ce constat-là, je me suis renseigné. Quel est le métier? Parce qu'en fait, le métier de conseiller en gestion de patrimoine, je ne le connaissais pas. Et c'est en regardant sur Internet que j'avais compris que pour conseiller mes clients sur l'épargne, de manière générale, c'était le métier de conseiller en investissement financier, on va dire plus connu sous le terme de conseiller en gestion de patrimoine. D'accord, très bien. Bon, c'est arrivé à un concours de circonstances. Exactement. Et du coup, est-ce que tu nous as parlé un petit peu de ton parcours? Quel a été ton parcours pour arriver là? Alors moi, mon parcours, donc pour exercer ce métier-là, il y a des diplômes à aller chercher, en tout cas des habilitations. Parce que c'est un métier qui est extrêmement encadré par une autorité qui est l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Alors pour faire très très simple, pour ceux qui nous regardent, l'AMF, c'est une autorité indépendante qui a pour but de contrôler les professionnels du patrimoine, en tout cas les professionnels dans le conseil financier, mais de manière générale. Ça peut être par exemple les banques, ça peut être aussi les compagnies d'assurance, ça peut être aussi des sociétés de gestion d'investissement et également les conseillers en gestion de patrimoine. Donc l'AMF exige qu'on ait des habilitations ou des diplômes pour être amené à conseiller. On peut faire ce métier à travers un parcours, on va dire, universitaire. On peut aller chercher le master en gestion de patrimoine ou éventuellement on peut aller chercher un BTS Banque Finance. Alors moi, je n'ai pas du tout ce parcours universitaire, donc j'ai dû passer une formation à distance, donc à travers une plateforme de formation qui se fait en ligne pour aller chercher ces formations, ces diplômes qui me permettent de conseiller mes clients aujourd'hui. D'accord, c'est une sorte de VAE, ça ? On peut faire ce métier-là à travers une expérience professionnelle. Donc ça, c'est la VAE. La validation des acquis, ouais. C'est ça, la validation des acquis. Si on n'a pas la VAE, eh ben, il faut aller chercher ses diplômes. Donc on passe vraiment des cours en ligne dans tous les domaines, financiers, assurance, etc. Et à la fin, on passe un examen. Et c'est suite à l'obtention de cet examen qui nous permet d'avoir ces diplômes pour exercer ce métier en toute indépendance ou en tant que salarié, pourquoi pas. D'accord, ok, très bien, je comprends bien. Et ce qui est intéressant, ce serait de savoir, en fait, les métiers que tu as pu exercer avant. Tu nous as parlé rapidement tu as travaillé en tant que courtier. Ouais. Tu as fait d'autres métiers avant? Oui, j'en ai fait quelques-uns. Je me suis pas mal cherché finalement, parce que moi j'ai découvert ce métier, j'avais 40 ans. Donc c'est assez tard. Assez tardivement. Mais avant d'être courtier en assurance, j'étais chef d'entreprise d'une petite entreprise de service à la personne que mes parents avaient créée en 2008. Et malheureusement, mon papa est décédé, ma mère était pas loin de la retraite et elle m'a demandé si je voulais reprendre le flambeau. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas? Parce qu'à l'époque, j'étais à Decathlon. Oui. Donc j'étais. On a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble à Decathlon. C'était une époque où Decathlon me convenait plus. J'avais fait le tour du métier, très peu rémunérateur. Franchement, on gagnait le SMIC avec quelques primes. Quelques petits avantages. Voilà, petits avantages, mais franchement, j'aspirais à autre chose. C'est de l'expérience surtout. L'expérience, beaucoup d'expérience du commerce. Ça m'a énormément appris. Et j'ai dit à ma mère, pourquoi pas. Donc ma mère m'a formé
au métier de chef d'entreprise, hein, parce que c'est un véritable métier. Au bout de 10 ans de ce métier de chef d'entreprise de service à la personne, je me suis aperçu que dans ce métier-là, dans ce secteur-là, pour gagner correctement sa vie, il fallait vraiment se développer. C'est-à-dire il fallait avoir plusieurs antennes dans différents villages pour faire du volume. Et moi, je n'aspirais pas à ça. Toi, les marges sont faibles, c'est ça? Les marges sont très très faibles. Pour donner une idée, quand je facturais 1 heure de ménage, je faisais 1 euro de bénéfice. Mais une fois que j'ai tout payé, les salariés, mes charges fixes, etc., mon salaire, il restait 1 euro de bénéfice. Donc mon expert comptable me disait, il faut que tu fasses du volume, et que tu te développes. Il faut que tu développes. Et moi, c'était pas du tout ma vision des choses, et je me suis dit, il faut que tu fasses autre chose. Et j'ai un copain qui m'a proposé, parce qu'à l'époque, son cabinet de courtage en assurance recrutait. Il m'a dit, viens passer un entretien. Et j'ai passé l'entretien, et c'est là que j'ai été recruté, et c'est là, de fil en aiguille, je suis venu à faire ce métier-là. D'accord, très bien. Ouais. T'as pas pris le parcours classique? Pas du tout. Mais c'est bien de pouvoir montrer qu'on peut arriver dans ces métiers-là aussi différemment que dans un cursus scolaire classique. Complètement. Déjà, pour ceux qui nous regardent et qui se posent des questions sur ce métier-là, si vous n'avez pas les diplômes universitaires, je veux dire traditionnels, ce n'est pas grave. Il y a toujours des possibilités d'aller chercher ces formations en ligne. Et si vous vous demandez comment aller chercher ces formations en ligne, n'hésitez pas à contacter David ou me contacter moi-même. Mais ça. En tout cas, David peut faire l'intervention. Il y aura les liens. Oui. Moi, je pourrais éventuellement aider ces personnes-là à se former. On parle beaucoup de gestionnaire de patrimoine. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est un gestionnaire de patrimoine? Alors, un gestionnaire de patrimoine, pour faire très simple, le but, c'est de créer du patrimoine et de le faire fructifier pour atteindre des objectifs de vie. Par exemple, l'objectif de vie le plus souvent cité, c'est la retraite. Donc en gros, on a tous un patrimoine. Toi, tu as un patrimoine, j'ai un patrimoine. Le but, c'est de l'optimiser, de le faire fructifier et du coup gagner de l'argent sur son patrimoine à travers des placements, des investissements. D'accord, tu accompagnes les gens sur l'aspect financier à développer ce qu'ils souhaitent, l'achat d'une résidence principale, ça peut être aussi, ils font? Par exemple, ça peut être l'acquisition d'une résidence principale, ça peut être quelqu'un qui veut investir sur de l'immobilier. Cette partie que tu connais bien, faire du locatif pour justement préparer sa retraite, pour aller chercher des compléments de revenus. L'immobilier, c'est un support d'investissement. On est sur de la pierre. Moi, dans mon métier, dans les produits de placement que je peux préconiser à mes clients, ça peut être de l'immobilier, donc de la pierre, mais ça peut être également des produits financiers. De l'extérieur, la question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est pas réservé aux riches? Est-ce que n'importe qui peut y rentrer? Alors, ça, c'est un de mes grands combats, c'est de casser des préjugés. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, souvent on me dit c'est quoi ton métier? Je suis conseiller en gestion de patrimoine. C'est pas pour moi, je suis pas riche. Alors ça, c'est le truc que je déteste entendre. Mais oui, c'est l'image qu'on a. C'est l'image que, malheureusement, beaucoup de Français ont. Ça ne concerne pas que les riches, ça concerne tout le monde. À partir du moment où on a un patrimoine, on est concerné par la gestion de son patrimoine. Est-ce que ça peut rapporter? Parce que moi, dans mon idée, c'est si j'ai des millions d'euros, effectivement, ça peut être intéressant de les placer pour avoir un retour d'investissement. Si j'ai 5-10 000 euros, est-ce qu'il y a réellement un intérêt? Oui, sur du long terme. Parce qu'effectivement, celui qui a 1 million d'euros, il va avoir des dividendes, donc des intérêts sur ses placements assez conséquents. Mais celui qui n'a pas 1 million d'euros, il peut tout à fait se construire un patrimoine sur du moyen long terme. Et d'ailleurs, ce que j'ai tendance à dire, moi, vis-à-vis de mes clients, c'est le temps est votre meilleur allié. Je m'explique. Quelqu'un qui a 20 ans, qui met 50 euros par mois pour sa retraite, il aura un complément de revenu. Mais moi, si je veux avoir le même résultat que ce client qui a 20 ans, alors que moi, j'en ai 48, il faudra que je mette beaucoup plus d'efforts d'épargne. Forcément, oui. Ouais. D'où l'importance de le faire le plus tôt possible pour que ça vous demande le moins d'efforts d'épargne. Donc en fait, ça concerne tout le monde, qu'on soit riche ou pas riche, on est tous concernés par ça. Tu avais une histoire aussi, non? Tu m'avais raconté d'une jeune fille qui t'avait marqué. C'est une de mes fiertés, moi, dans mon cabinet. C'est une jeune qui vit chez ses parents, des retraités pauvres, très clairement. Donc au quotidien, elle voyait dans quelle galère se trouvent ses parents d'un point de vue financier. Donc elle, en quelque sorte, ça l'a traumatisée. Du coup, elle m'a consulté pour préparer sa retraite. D'accord. Très jeune, étudiante, donc une vingtaine d'années. D'accord. Étudiante. Oui, c'est déjà bien à 20 ans de penser à ça, oui. Ouais, mais alors, moi, ça m'a étonné. Parce que c'est très rare qu'une personne de cet âge me consulte. Donc moi, de nature très curieuse, mais aussi dans son intérêt, c'est de lui poser beaucoup de questions. Pourquoi tu me consultes pour ta retraite?
Et c'est là qu'elle m'a expliqué que ses parents, c'est des retraités pauvres, ils sont dans une galère au quotidien. En quelque sorte, ça l'a traumatisée et elle voudrait préparer dès maintenant sa retraite pour que ça soit plus une source d'angoisse. D'accord. J'imagine qu'à 20 ans, financièrement, c'est compliqué. Très compliqué parce qu'étudiante, elle pouvait mettre que 50 € par mois. D'accord. Donc effectivement, elle n'a pas non plus un énorme patrimoine. Et ça, c'est un exemple concret qu'on peut faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine avec seulement 50 € par mois pendant plus de 40 ans, hein, parce que si la retraite c'est à 65 ans, d'ici là, j'en doute, ça sera peut-être un peu plus tard. Avec seulement 50 € par mois, elle aura un complément de revenu pour sa retraite. D'accord. Et cette jeune femme, je pense que, en tout cas c'est tout le mal que je vous souhaite, c'est d'avoir un beau métier, d'avoir peut-être un bon revenu. Et forcément, elle mettra beaucoup plus par la suite, parce que là, aujourd'hui, c'est que 50 €. Justement, on en reviendra par la suite, le côté financier, mais là, sur 50 €, tu te rémunères comment? Moi, je suis rétrocommissionné par les partenaires avec lesquels je travaille, les partenaires financiers. Mais sur 50 €, j'imagine que tu ne gagnes pas grand-chose. Non, je ne gagne peanuts, très clairement. En plus de ça, je ne facture pas d'honoraires. Donc, je ne facture pas d'honoraires de conseil. Ma cliente qui met 50 € par mois, je gagne quasiment rien dessus, mais c'est pas grave. Déjà, cette satisfaction d'aider quelqu'un. Quand on fait un métier, ça donne du sens dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est important de se dire, cette personne, je lui ai trouvé des solutions. Mais qui me dit que cette personne-là va pas me recommander à quelqu'un qui va avoir un plus gros patrimoine? Je suis pas à l'abri d'avoir une recommandation de ce côté-là. Oui, aussi, et qui me dit que cette personne que je conseille, que j'accompagne, qui me dit qu'elle va pas gagner 10 000 € par mois, gagner au loto, toucher un gros héritage, et peut-être que cette personne, par la suite, replacera un plus gros montant avec moi. Ouais, et là, je gagnerai ma vie. Oui, là, pour l'instant, tu le fais, tu l'accompagnes. Je l'accompagne dans la construction de son patrimoine. Et puis, on sait, par l'avenir, on verra. Quelle différence il y a entre ton métier et celui de conseiller bancaire? Alors, c'est très simple. Le conseiller bancaire, aussi bon soit-il, il n'aura pas d'autre choix que de vendre des produits de sa banque. Il est enfermé dans une enseigne. Donc c'est un peu compliqué parce que moi j'ai absolument rien contre les banques, mais c'est un constat, c'est un fait, et tout le monde le sait dans ce milieu-là, c'est que les produits bancaires, ce ne sont pas les meilleurs produits. Moi, là où je me démarque avec un conseiller bancaire, c'est que je travaille en architecture ouverte, je ne suis pas enfermé dans une enseigne. J'ai plusieurs enseignes devant moi, plusieurs produits, plusieurs partenaires, et moi mon but, c'est de conseiller le produit et le partenaire à mon client qui soit adapté à sa situation, adapté à ses objectifs et adapté à ses attentes. Tu as plus de possibilités que les banques. Beaucoup plus de possibilités. Et si je peux rajouter une autre différence, c'est qu'un conseiller bancaire, ils ont en général un portefeuille client entre 1000 et 2000 clients à gérer. Quand il vous reçoit dans le bureau, il va vous consacrer 15-20 minutes, voire une demi-heure si vous avez un peu de chance. Et il faut que ça aille très vite. Donc, il ne prendra pas le temps nécessaire pour vous expliquer le fonctionnement du produit, prendre le temps nécessaire pour bien comprendre vos objectifs, etc. Ils font peut-être plus de masse, oui. Ils font beaucoup plus de masse, alors que moi, j'ai beaucoup plus de temps à consacrer à mes clients pour les écouter et les comprendre. Justement, tu parles de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer une journée type pour toi, en tant que gestionnaire de patrimoine? À quoi ça ressemble? Alors, moi, c'est peut-être un peu particulier. Alors, je suis indépendant, donc je m'autogère, et notamment mon planning. Alors moi, tous les matins, je ne travaille pas. Moi, les matins, je me consacre à emmener mes enfants à l'école. Donc ça, c'est un luxe. Effectivement. Franchement, c'est vraiment une chance que j'ai de pouvoir m'occuper de mes enfants et de les accompagner. Et je fais beaucoup de sport le matin. Donc le matin, c'est les enfants et le sport. Et ça, le sport, c'est une hygiène de vie. C'est hyper important pour que je sois très efficace dans mon travail. Effectivement, c'est un vrai luxe de pouvoir avoir tous les matins de repos, entre guillemets. C'est vraiment le top. C'est vraiment une chance de se dire, le matin, c'est les enfants. Après, je m'occupe de moi, je vais faire du sport. Ça, c'est vraiment le top. Et les après-midi, c'est mon boulot. C'est rendez-vous client, mais ça peut être également travailler sur un dossier tranquillement derrière mon bureau. D'accord. Tu travailles à domicile ? Je travaille à domicile. En tout cas, les études patrimoniales, je les travaille à mon domicile et je me déplace chez mes clients. D'accord. Là, tu nous as expliqué que tu étais à ton compte. Oui. Tu as toujours été à ton compte ou tu as travaillé déjà dans un autre cabinet Alors, dans ce métier-là, j'ai toujours été à mon compte. D'accord. Donc, je n'ai jamais connu ce métier-là en tant que salarié.
Ok, très bien. Donc tu es toujours déplacé chez les gens, t'accompagnes, tu travailles chez toi, tu fais ton propre planning. Complètement. Et d'ailleurs, au début, quand je me suis lancé dans cette activité-là, je me suis posé la question, est-ce que je dois prendre un bureau, un local, avec une enseigne? Est-ce que tu peux? Je pourrais le faire. D'accord. Et mes confrères et consoeurs qui ont beaucoup plus de bouteilles que moi, à cette époque-là, ils m'ont dit, écoute Ulrich, si tu dois prendre un bureau et un local, c'est parce que tu ne peux pas travailler de chez toi. Parce que tu as des enfants, il y a trop de bruit, etc. Je dis, mais pourquoi? Tout simplement, les gens, ils marchent dans la rue, on voit conseiller en gestion de patrimoine, jamais ils vont rentrer. Donc, si c'est ouvrir un local pour attirer du monde, oui, c'est complètement... pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Sauf que moi, j'ai la possibilité de travailler de chez moi, et les après-midi, ma femme travaille, mes enfants sont à l'école, donc c'est... tu es tranquille pour pouvoir travailler. Bon, c'est bien. C'est vrai que c'est agréable. C'est agréable, et en plus de ça, mes clients apprécient qu'on fasse une étude directement chez eux, parce que chez eux, on est dans leur cocon, il y a cette intimité, donc il n'y a pas cette indiscrétion des oreilles qui écoutent, parce qu'on parle vraiment de choses intimes. Moi, en tant que conseiller, ça me permet aussi de comprendre mon client, voir dans l'environnement dans lequel il vit, ça me permet aussi de comprendre certaines choses. Et justement, tu parlais d'intimité et tu rentres vraiment dans l'intimité des gens, dans leur maison et puis dans leur aspect financier. Tu vas creuser. Est-ce que quelle solution tu peux proposer à des personnes? Tu en as parlé rapidement tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux proposer à tes clients? Plan épargne retraite C'est vraiment une large gamme de produits. Enfin, c'est très très large. Oui. On peut aller sur des produits très connus, comme l'assurance vie, le plan épargne retraite. On peut aller sur de l'immobilier, on peut aller sur des produits, on va dire, de diversification. Ça peut être des investissements en SCPI, sur des FIP, etc. Donc c'est vraiment très très large. D'accord, on voit un peu ton métier comme un coach financier en fait. Alors il y a cet aspect de coach financier. En fait, il y a plusieurs casquettes dans ce métier-là. Il y a le métier de conseiller, parce qu'on va conseiller des solutions de placement, de coach. Parce qu'il y a beaucoup de coaching à faire là-dedans. Par exemple, quelqu'un qui est tout bête, c'est tout bête, n'arrive pas à gérer son budget. C'est tout bête. Je suis toujours à découvert. Alors, est-ce que tu peux l'accompagner là? Effectivement, je peux accompagner mes clients sur des personnes qui sont souvent à découvert et qu'ils n'arrivent pas à gérer leur budget. Et ça, c'est une problématique. La problématique du découvert, c'est déjà la banque. La banque, au bout d'un moment, va peut-être mettre des pénalités, des agios, etc., etc. Ça peut aussi avoir une problématique pour aller chercher un financement sur un crédit. Parce que si on est toujours à découvert, la banque n'a pas confiance. Mais ça peut être aussi une problématique dans la gestion de son patrimoine, où si je suis à découvert, ça veut dire que je ne suis pas en capacité d'épargner. Et je ne suis pas en capacité d'investir pour son avenir. Donc oui, moi j'ai des... Et tu te rémunères comment sur ça? Alors, sur ça, sur le coaching directement. Si moi je suis à découvert, demain je te dis je suis à découvert. J'ai aucune rémunération là-dessus. Moi je suis rémunéré uniquement s'il y a une solution de placement qui est mise en place. Oui, donc ton objectif c'est vraiment de le faire sortir de ce cercle vicieux pour qu'il puisse investir, pour que toi aussi tu puisses être payé derrière. Complètement. C'est gagnant-gagnant. Ouais, et des fois dans certains dossiers, c'est des rendez-vous qui vont absolument rien m'apporter d'un point de vue rémunération. Parce qu'il y a des choses à mettre en place avant de faire des placements. Oui, c'est une vision à long terme peut-être. Des fois, il y a un accompagnement, tout bête, sortir du découvert. Ça peut prendre un petit peu de temps. Donc moi, je vais accompagner, coacher, pour leur apprendre à ne plus être à découvert. Ensuite, ça peut prendre encore un peu plus de temps. Parce que si la personne n'est plus à découvert, mais qu'elle est en capacité d'épargner, il va falloir se constituer une épargne de précaution. Bien sûr. Parce que la base de tout investissement et de tout placement, c'est d'avoir une épargne de précaution pour faire face à un coup dur ou pour faire face à une dépense... la vaisselle qui tombe en panne. Exactement. Avoir une épargne, ça, c'est la base. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas d'épargne de précaution, je ne vais pas lui apporter des solutions d'investissement et de placement. Je vais le sensibiliser sur cet aspect-là. L'épargne de précaution, on l'a, on passe à l'étape suivante. Justement, tu parles d'épargne de précaution. Ce qui voudrait dire, est-ce que c'est des placements à risque en fait que tu fais uniquement? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Alors, c'est une excellente question. Moi, quand je fais une étude patrimoniale, je pose un questionnaire. C'est un questionnaire pour déterminer le profil d'investisseur de mon client. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans le questionnaire, il y a juste des questions qui te ressemblent. Les réponses que me donne mon client investisseur, ça va déterminer son profil. Est-ce qu'il est plutôt prudent?
équilibré ou il est plutôt dynamique, il accepte le risque, mais en contrepartie, il veut du rendement. En fonction du profil de mon client, ça va éliminer certains produits. Par exemple, quelqu'un qui est très prudent, par définition, ça va éliminer les produits risqués. D'accord. C'est comme un entonnoir. Il gagnera forcément moins, mais par contre, il sécurise... Il y aura moins de produits à sa disposition. Même la rentabilité sera moindre. La rentabilité est moindre, parce que ça, c'est la règle du milieu financier, de l'investissement. Plus on est prudent, moins ça rapporte. Par contre, plus on accepte le risque, plus potentiellement le rendement est intéressant. Est-ce que tu ressens parfois une grosse pression en fait, quand quelqu'un te confie ses économies? J'imagine que c'est quand même pas rien. Tu m'as dit cette jeune fille qui te fait confiance pour son avenir au final. Est-ce que c'est pas une trop grosse pression pour toi? Et comment tu gères cette responsabilité? Alors pression, non. Moi, quand je vais en rendez-vous, j'y vais avec concentration. Pourquoi? Parce que comme tu dis, on parle d'argent. Souvent, c'est les économies de toute une vie. L'importance de l'écoute. C'est-à-dire de bien comprendre la situation de mon client. Ça, c'est essentiel. Bien comprendre ses objectifs. Pourquoi il veut placer. Mettre un pourquoi derrière. Ça aussi, c'est important. Peut-être qu'on y reviendra. Mais je vais en clientèle extrêmement concentré. Parce que moi, je veux sortir du rendez-vous. Parce que le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous de découverte. J'apporte absolument aucun conseil. J'écoute. Je pose des questions et j'écoute. Oui, c'est de comprendre la personne, le pourquoi elle fait ça. Exactement. Bien sûr. Parce que si je rate cet aspect-là, je peux foirer mon conseil. Donc oui, effectivement, il y a une certaine pression dans le sens où il faut que je sois absolument concentré et que quand je ressors du rendez-vous, j'ai absolument tout compris. D'accord. Ça, c'est hyper important. Après, avec l'expérience, on prend aussi un peu de recul. L'expérience nous permet aussi d'être meilleur dans son métier. Mais avec le temps, on arrive à gérer cette pression. Mais c'est essentiel d'être hyper concentré sur le premier rendez-vous. Ça doit être compliqué quand même à gérer. Effectivement, tu dis c'est l'économie toute une vie. Faut pas se louper, quoi. Et il faut pas se louper. Et surtout, quand je conseille une stratégie patrimoniale, donc avec des solutions à l'intérieur, il faut absolument que mon client il ait tout compris. C'est essentiel. En gros, pour faire simple, quand j'explique un produit, il faut que mon client sache exactement comment il fonctionne, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. D'accord. Ah oui. Chaque placement, il ne faut pas se leurrer, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Ça peut être quoi un inconvénient Par exemple, si je préconise un produit où le capital est bloqué, il faut qu'il ait bien compris ça. D'accord, oui, bien sûr. J'imagine bien. Ah, oui. Si lui il pense que c'est disponible à tout moment et qu'au final il me dit... Il demande à le retirer. Non, là c'est... Non. Il faut absolument que le client ait tout compris. Et ça nécessite énormément de pédagogie. Parce que les produits sont parfois complexes et il faut simplifier le conseil. D'accord. Donc moi aussi, je m'adapte au profil client que j'ai en face de moi. Si j'ai un client, c'est un investisseur aguerri, on va utiliser des termes un peu plus techniques. Bien sûr. Je m'adapte toujours. Voilà, si par contre, si je tombe sur quelqu'un qui découvre le milieu des placements et des investissements, je vais m'adapter aussi aux connaissances de mon client. Donc, je vais utiliser des mots simples avec beaucoup de pédagogie. Le but, c'est qu'il comprenne. Parce que ça va l'aider à prendre une décision. Quelqu'un qui a tout compris, il aura beaucoup plus de facilité à dire oui ou non. D'accord. Quelqu'un qui n'a pas compris, systématiquement, il te dira non. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas, il a peur de faire des conneries. Et par définition, il va dire je ne sais pas. Parce retrait, oui. Voilà. Oui. Donc c'est essentiel. En plus, en France, l'éducation financière, c'est compliqué. C'est vrai qu'on ne parle pas d'argent du tout. C'est tabou. C'est catastrophique. Ah ouais. L'éducation financière, ça, c'est un véritable sujet. Quand tu regardes ton parcours scolaire, même jusqu'en terminale, tu n'as pas un seul cours comment gérer son patrimoine. Et pourtant, quand on rentre dans la vie active, on est confronté de plein fouet à la gestion de son patrimoine. La fiscalité, les impôts... c'est peut-être une volonté. C'est peut-être aussi une volonté. Enfin, moi, je pense que moins le peuple apprend, plus c'est facile à contrôler. Moi, je pense que c'est une volonté. C'est laisser un peu les Français dans l'ignorance. Et pourquoi pas ne faire fonctionner les banques et uniquement les banques. C'est ça. C'est mon avis. Désolé pour les gens de la banque qui m'écoutent. On en recevra ici, justement. Ça serait bien de les entendre. Prochainement, bien sûr. Tu me parlais justement d'avoir un local. C'est vrai que d'avoir pignon sur rue, ça crédibilise un peu les professions, que ce soit des conseillers immobiliers, que ce soit aussi des gestionnaires de patrimoine. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui ont hésité de te faire confiance du fait qu'on ne sait pas qui tu es au final? Oui, ça m'est déjà arrivé, notamment sur des gens qui m'ont consulté, qui m'ont trouvé sur Internet. Oui. Ces gens-là, ils me consultent, ils ne me connaissent absolument pas.
même s'ils voient de très bons avis sur ma page Google, ils ne me connaissent pas. Donc par définition, il y a une certaine prudence, je ne vais pas dire méfiance, mais en tout cas, il y a une certaine prudence. Ça, c'est le constat que je fais à chaque fois que des personnes me contactent parce qu'ils m'ont vu sur Internet. Parce que tu peux travailler à distance, c'est ça, hein? Exactement. Si quelqu'un te trouve à l'autre bout de la France, il peut te contacter, vous pouvez travailler ensemble en visio, j'imagine. Exactement. C'est intéressant que tu en parles parce que la recommandation, je travaille que sur le bouche à oreille. Par exemple, j'ai un client sur Perpignan, il va me recommander à sa tante qui est sur Paris. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est bien, c'est très bien ça quand même. Et ça, c'est une super. chance. Et ça, c'est super parce que le bouche à oreille, ça m'amène à avoir des clients sur tout le territoire national. J'en ai partout en France aujourd'hui. Et qui te font confiance généralement. Si t'es t'es amené par la part de quelqu'un, c'est mieux. Eh ben, c'est exactement ça. Pourquoi ils me font confiance? C'est parce que il y a eu de la recommandation du bouche à oreille. Là, par contre, quelqu'un qui me contacte parce que j'ai été recommandé par quelqu'un de proche. Et ben là, la confiance, elle est déjà quasi acquise. Là, ça pose absolument aucun problème. La confiance, c'est pas un sujet. Par contre, les gens qui me consultent parce qu'ils m'ont vu sur Internet, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Oui, j'imagine. Mais pareil, je reste détaché. Encore une fois, c'est l'expérience qui fait que moi, je reste complètement détaché du résultat. Je tombe sur quelqu'un de prudent, en tout cas qui a une certaine méfiance, c'est pas grave. Moi, mon job, c'est de le conseiller, de l'accompagner. Après, il fait ou il fait pas. Après, moi, c'est... Oui, c'est le feeling qui passe, c'est les connaissances. Même toi, dans ton métier, Pareil, ça doit arriver. Hein. Là, des fois, la confiance, elle est quasiment instantanée. Puis d'autres, de nature, sont beaucoup plus prudents. Bon, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Oui, bien sûr. Après, il faut faire la différence. Il faut faire la différence. Selon toi, d'ailleurs, quelle est la plus grande difficulté dans ton métier aujourd'hui? Alors, la plus grande difficulté, c'est la réglementation. La réglementation financière, donc cet aspect imposé par notamment l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Alors, c'est la chose la plus contraignante, moi, dans mon métier, c'est cet aspect-là qui est le purement administratif, qui est assez lourdingue, parce qu'on a l'impression que plus le temps avance et plus ça devient compliqué. D'un côté, je comprends, parce que quand l'AMF met une certaine rigueur dans la réglementation, c'est aussi dans l'intérêt des investisseurs et des épargnants. Ouais. Mais je le vois que c'est un peu dans tous les métiers. Je vois les diagnostics. Là, on va recevoir très prochainement un diagnostiqueur, il va pouvoir en parler. Ouais. Les diagnostics font 60 pages, ça grossit chaque année, ils en rajoutent, ça rajoutent. Ouais. D'un côté, c'est très bien parce qu'on informe l'acquéreur et le vendeur du bien, de tout ce qui pourrait y avoir de défaillant. D'un autre côté, c'est une surcharge administrative considérable. On rajoute les diagnostics, assainissement, tout ça. En tant que conseiller immobilier, c'est pareil. On voit qu'en France, on voit qu'en France, on rajoute toujours des couches administratives beaucoup plus compliquées. Ça rend les métiers complexes, qui sécurisent. Et en même temps, je sais pas si c'est... Voilà, on peut poser le pour et le contre. Il y a toujours du bien et du moins bien, c'est vrai. Mais je comprends. La charge devient très lourde. Mais, tu sais, dans chaque métier, il y a toujours un truc qui nous plaît moins. Ouais. Moi, c'est cette partie-là. C'est de la paperasse. Très clairement, c'est de la paperasse. Et puis, il faut être carré, quoi. Dans les documents qu'on va faire signer à nos clients. Oui, j'imagine. Oui. Je te donne un exemple d'un document. Par exemple, la lettre de mission, donc c'est le rapport de conseil. Donc, d'accord. Sa situation patrimoniale est comme ça, ses objectifs sont comme ça. Qu'est-ce que je recommande et pourquoi je le recommande? C'est important, hein. Oui, bien sûr. Mais c'est tout un tas de documents réglementaires où il faut être vraiment carré et on a l'impression que d'année en année... C'est ça, le redit. Ouais, c'est chiant. On va s'intéresser au côté financier, en fait. Comment fonctionne ta rémunération? Tu nous en as parlé tout à l'heure, et c'est quand tu proposes des solutions financières, tu es payé par ces mêmes organismes. Concrètement, ça représente quoi, en fait? Alors, ça dépend, parce qu'il y a peut-être des gens qui s'intéressent à ce métier en tant que salarié. Donc, parce qu'il y a plusieurs façons, alors. Ah oui, parce que tu nous as dit que tu n'avais pas d'honoraires à payer, toi. Tu es rémunéré qu'à la réussite fin. Complètement. Moi, je suis rémunéré qu'au succès. C'est-à-dire que si mon client valide la solution et qui met en place la solution. Est-ce que tu peux nous parler de ton cas et après du classique, en fait, en tant que salarié, ce qu'on peut retrouver? Alors, c'est très variable, parce que la rémunération va dépendre aussi des solutions que je vais préconiser. Il y a des solutions qui sont beaucoup plus rémunératrices que d'autres. Donc, plus risquées. Alors, la rémunération n'est pas liée au risque du placement. D'accord. Ça dépend vraiment, est-ce qu'on est sur de l'immobilier ou est-ce qu'on est sur du financier? Ça n'a pas un rapport avec le risque. Est-ce que l'argent est bloqué ou pas, peut-être? Non plus. Même pas? Non plus. On va prendre un exemple concret. Si par exemple, je préconise une solution SCPI. Oui. Il y a des SCPI qui vont me rétrocommissionner de manière plus importante qu'une autre SCPI. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la SCPI pour les gens qui regardent? La SCPI, c'est la Société Civile de Placement Immobilier. Donc, c'est de l'investissement sur de l'immobilier sous forme de parts.
Donc on appelle ça du pierre-papier, hein, pour faire simple. C'est de l'immobilier totalement géré par une société de gestion, qui est la SCPI. Il y a des SCPI qui vont plus me rémunérer que d'autres. Donc ça dépend du partenaire, ça va dépendre de la solution, etc. Donc c'est compliqué de déterminer vraiment une rémunération bien précise. Par contre, ce que je sais, quand on fait ce métier-là en tant que salarié, quelqu'un qui débute en tant que salarié dans ce métier-là, il peut chercher facilement 2 000 € par mois. Après, il y a celui qui est salarié avec un peu plus d'expérience, peut chercher une rémunération à 3 000 €, voire 4 000 € s'il travaille extrêmement bien, parce qu'il peut y avoir un fixe et des primes. Et des primes sur les placements. En tant qu'indépendant, on n'a pas de fixe. Donc nous, notre rémunération, ce sont les honoraires ou les rétrocommissions. Et là, il n'y a pas de plafond. Il y a des conseillers en gestion de patrimoine indépendant qui peuvent gagner 5-10 000 € par mois sans aucune difficulté. D'accord. Oui. Il n'y a pas de plafond. En fait, tout va dépendre de ton envie de travailler. L'implication. De ton implication. Les relations, potentiellement. Relations, recommandations, etc., etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de facteurs là-dedans qui vont te permettre de gagner plus ou moins qu'un autre conseiller. Tu m'as dit qu'il y avait des formations obligatoires dans ton parcours, en tout cas, dans le parcours que tu as fait. C'est des formations qui sont payantes, j'imagine? Ah oui, elles sont payantes, ouais. Malheureusement. Mais ou heureusement, peut-être, ça fait le tri aussi. Ou heureusement aussi. Mais oui, elles sont payantes. Et d'ailleurs, sur les formations, là, je t'ai parlé des formations, on va dire, initiales pour être autorisé à faire ce métier. Mais il y a également des formations continues. D'accord. Et qui sont payantes aussi? Qui sont payantes, c'est-à-dire que je suis obligé de faire des formations continues pour faire très simple, c'est pour me mettre à jour simplement. Des nouvelles réformes qu'il peut y avoir, par exemple, sur la fiscalité, les placements, etc. Donc je suis en permanence en formation tout au long de l'année. Alors, je te repose la question pour être certain, mais tu as quasiment répondu. Est-ce que tes services sont accessibles à tout le monde, peu importe le montant financier? À partir de combien on peut t'appeler? Alors, avec moi, c'est à partir de 50 € par mois. D'accord. Donc, c'est vraiment accessible. Non, je vais même te dire, c'est même 25 € par mois. D'accord. Ouais. J'ai un partenaire qui accepte les investisseurs à partir de 25 € par mois. Donc, concrètement, c'est accessible à tout le monde. Tu fais un resto de moins dans le mois et tu commences. Voilà, c'est vraiment c'est accessible à tout le monde. Et je ne demande pas, contrairement à certains cabinets en gestion de patrimoine, qui demandent un ticket d'entrée. Un ticket d'entrée, c'est un ticket d'entrée d'investissement. C'est-à-dire, ils demandent un montant minimum? Ouais. Alors, je ne suis pas là pour critiquer. Ils sont indépendants, ils travaillent comme... Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce fonctionnement-là qui véhicule un métier image de riche, que pour les riches. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a certains cabinets qui vous disent, voilà, on veut bien vous aider, mais c'est à partir de 100 000 € d'investissement. Et je connais même un cabinet, c'est 200 000 € d'investissement. Si vous n'avez pas cette somme-là... Ouais, ça s'adresse à une caste, c'est très C'est fermé. un choix qu'ils ont fait. Ça s'entend. Je ne critique pas. Ils font comme ils veulent. Je vais pas les appeler demain. J'ai discuté avec un conseiller d'un cabinet où c'était 100 000 € le ticket d'investissement minimum. On a eu un petit débat là-dessus. Moi, c'est à partir de 25 € par mois. Mais pourquoi tu t'emmerdes? Pourquoi tu t'emmerdes? Oui, en soi, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Je gagne rien sur 25 € par mois. La personne qui met 100 000 €, j'imagine, tu prends un beau billet, quoi. J'ai un argument commercial, mais vraiment purement commercial. Parce que là, on parlait de rémunération. Je lui ai dit, voilà, je prends mon étudiante qui a mis 50 € par mois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette personne-là, elle peut très bien me recommander à quelqu'un qui a un très gros portefeuille. Parce qu'elle est satisfaite de mon accompagnement, elle est très contente, elle a confiance en moi, elle va me recommander facilement à quelqu'un qui a un gros portefeuille. Et je vais peut-être gagner beaucoup d'argent sur ce gros portefeuille. Qui me dit que cette personne-là que j'ai recommandée avec 50 € par mois ne va pas gagner au loto demain, toucher un héritage ou gagner extrêmement bien sa vie par la suite. Donc, quelque part, c'est peut-être gagner plus, mais peut-être un peu plus tard. Gagner moins maintenant. Gagner moins maintenant, aujourd'hui, pour gagner un peu plus avec cette personne un peu plus tard. Oui, c'est un pari que tu fais. Bon. Voilà. Après, vous adressez pas à la même clientèle, forcément. Maintenant, ça, c'est vraiment le côté purement commercial, mais il y a aussi les valeurs que moi, je véhicule au quotidien. Je ne veux pas de discrimination patrimoniale. Pourquoi quelqu'un qui a 50 € par mois seulement à mettre, pourquoi cette personne-là n'aurait pas le droit d'être accompagnée et conseillée par un professionnel du patrimoine? Pourquoi? On la laisse de côté, on la laisse sur la touche? Ça, je l'accepte difficilement, quoi. Voilà.
Il y a aussi cet aspect-là. Ouais, je comprends. Après, c'est vrai que tu te dis qu'avec 100 000 euros, tu fais peut-être de plus belles choses, tu as peut-être plus de liberté sur les placements, une meilleure rémunération. Donc forcément, je pense que c'est plus alléchant tout de suite de se dire... Ah, mais c'est plus rapide. Ouais. C'est plus rapide. Alors, peut-être... c'est peut-être pas plus facile, parce que j'imagine que tout le monde n'a pas des amis qui ont 100 ou 200 000 euros d'investir. Je ne sais... ouais, peut-être qu'après, ils ont peut-être du réseau, etc. Oui. J'en sais rien. Après, c'est un choix qu'ils ont fait. C'est une stratégie de leur cabinet, que je respecte. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est en partie pourquoi ça véhicule une image de c'est que pour les riches, alors qu'en fait, c'est juste une question de volonté. Si tous les cabinets en gestion de patrimoine de France décident de conseiller tout le monde, ils peuvent le faire. Bien sûr qu'ils peuvent le faire. Mais c'est juste une question de choix et de volonté. Ça s'en comprend aussi, de leur côté. Chacun sa vision de voir les choses. Et ton métier, il a beaucoup évolué au cours des dernières années, de ce que tu nous expliquais. J'aime bien parler d'IA dans chacun de mes rendez-vous, parce que on est en plein dedans et ça évolue énormément et ça impacte les métiers. À ton niveau, est-ce que tu utilises déjà l'intelligence artificielle et comment tu vois ton avenir, l'avenir de ton métier en tout cas, avec l'IA? L'IA, c'est un véritable sujet. Parce que... l'IA, je suis persuadé que c'est quelque chose qui va bouleverser le monde. Et ça va bouleverser énormément de métiers. Ah oui. Mais vraiment, ça va être quelque chose... je pense que beaucoup de gens n'ont pas pris conscience de ça. Ça va bouleverser le monde. Et moi, dans mon métier, je pense... Moi, déjà, tu l'utilises peut-être déjà, toi, avant le bouleversement final. Oui, alors très peu. Très peu ? Vraiment très peu, parce que... l'IA, aujourd'hui, si tu dis, voilà, mon client, il a ça, qu'est-ce que tu veux... Aujourd'hui, l'IA va pas t'aider. Elle n'est pas en mesure, pour l'instant, d'accord. Il va te dire, je vous recommande de consulter un conseiller en gestion, enfin, en tout cas, un professionnel, un conseiller financier. Mais c'est moi, merde. Non, pour l'instant, l'IA m'aide très peu. Ouais. Voire pas du tout. Par contre, je suis persuadé que dans les années qui viennent, je pense que mon métier... peut être remplacé par l'IA, je pense. C'est une véritable possibilité. La seule chose qui pourrait éventuellement sauver mon métier, c'est que les gens veulent de l'humain. Alors qu'on ait des outils IA pour s'appuyer dessus, pour conseiller nos clients, je pense que les clients ne verront pas du tout d'inconvénient là-dessus. Peut-être même ça va les rassurer. Mais l'humain, parce que quand on fait de la gestion de patrimoine, on parle d'argent, on parle de placement, d'investissement, etc., il y a aussi cet aspect humain derrière. Eh oui, moi, j'ai économisé toute une vie, je veux préparer ma retraite. Cet argent, c'est issu d'un patrimoine, il y a beaucoup d'affect là-dedans. Donc l'humain, et j'espère que c'est ça qui sauvera mon métier aujourd'hui, c'est que les gens voudront une personne devant eux. De toute façon, je pense que c'est un peu pour tous les métiers, comme ça. C'est-à-dire que là, potentiellement, moi, si demain, l'IA se développe dans ton métier, je viens te voir, parce que c'est la discussion qu'on avait pu avoir auparavant. Qu'est-ce qui m'empêcherait de me connecter sur un site internet, de rentrer, j'ai 100 000 euros à placer d'un truc, je voudrais faire de l'investissement, mais pas trop risqué, je voudrais une durée pas trop longue, je voudrais que ce soit bloqué pas trop, avec 2-3 questions, j'appuie, et puis il m'analyse le marché mondial, financier, et puis de me faire des placements en Chine, machin, enfin, voilà, ce serait la différence. Par contre, je serais devant un ordinateur, et finalement personne ne me rend compte, quoi. Mais moi je suis persuadé que dans les années qui viennent il y aura un outil basé sur de l'IA où tu mettras toutes tes informations patrimoniales, tu mettras tes objectifs et l'IA sera en capacité de te construire une stratégie patrimoniale. Moi j'en suis persuadé. Mais ça sera pour vous accompagner à vous. Je me demande. Je me demande. Alors si c'est pour nous accompagner, j'ai envie de dire tant mieux, je vais pouvoir vivre de ce métier pendant encore longtemps. Au pire des cas, notre métier sera voué à disparaître parce que les gens auront toujours cet outil de dire, bah voilà, je mets mes informations, mes objectifs. L'IA, il va me sortir une stratégie patrimoniale. En plus, l'IA sera en capacité de t'expliquer de manière très simple le fonctionnement, les avantages et les inconvénients des produits. Moi, je pense que cet outil, c'est pour demain. C'est dans pas longtemps. J'ai pas de doute dessus. Après, je suis pas pro IA parce que ça fait peur. On sait pas du tout où on va. Maintenant, je trouve que c'est une avancée majeure qui va tous nous impacter. Ça y a pas le choix. C'est évident. Pour des métiers. Complètement. Soit on fait avec, soit on meurt simplement. Je veux dire, il y a pas. Il y a une évolution de toute façon. Il y a pas le choix. Tu t'adaptes ou tu meurs. Donc, je pense que oui. Après, pour le coup, et c'est assez rare de ma part. Je suis plutôt mesuré sur ça. C'est-à-dire que moi, si demain tu me demandes de mettre 100 000 euros comme ça et déplacer, et que l'IA va me calculer et d'envoyer l'argent, honnêtement, je ne serais pas serein. Alors que d'avoir quelqu'un en face
qui connaît son métier, qui connaît les placements et qui s'aide de ça, franchement, je suivrai. Et c'est rare de ma part, c'est très rare parce que moi, généralement, je suis... Là, je pense que... j'espère. J'espère que ça... En tout cas, dans les années qui arrivent, je pense qu'on devrait rester sur ça, oui. Mais peut-être que, dans un premier temps, les gens auront besoin d'être rassurés avec une personne en face, même s'il y a un outil IA dans l'étude. Mais ça peut être qu'un plus, hein, potentiellement. Ça peut être un bel outil pour toi, pour travailler. Ça serait le top. Mais qui nous dit que l'IA, dans les années qui viennent, ça sera tellement démocratisé, tellement connu. Utiliser l'IA, ça sera comme utiliser son smartphone. Peut-être que les gens auront suffisamment confiance à l'IA pour ne plus faire appel à l'humain. Peut-être que dans un futur proche... Dans ce cas-là, on ne travaillera plus. Mais moi non plus. Parce que vu qu'ils arrivent à faire des vidéos, ils arrivent à faire des photos, ils arrivent à tout... Enfin, maintenant, tu vois des vidéos d'interviews. C'est impressionnant. Fausses, quoi. Impressionnant. Non, mais ouais, moi, je suis sûr que l'IA, c'est vraiment un truc... mais je pense pas que... Là, honnêtement, moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un en face pour ça. Pour cet aspect-là. Il y a plein de choses pour lesquelles je dirais que l'IA elle peut remplacer l'humain. Pour d'autres, je pense que ça paraît plus compliqué pour l'instant. Ouais, j'espère. Hein. Putain, parce que... Ouais, rechange de métier. Ah ouais, non, parce que là, il faut dire, putain, t'imagines, 48 ans, changer de métier. Allez, rebelote. Non, mais dans ce cas-là, je disais, mais tu peux... Tu t'adaptes après. Tu un conseiller immobilier, tu remplaces le conseiller immobilier, c'est-à-dire que tu visites une maison, tu as une tablette dans la main, et puis tu as toutes les informations, tu as les diagnostics, tu as tout. Je veux dire, tu lui poses une question à l'IA, et puis elle te donne la réponse instantanément. Le genre immobilier, moi, ça m'est arrivé des fois d'arriver dans des maisons, et puis de ne pas avoir la réponse. Tu sais, des fois, c'est ma première visite, tu fais juste un rendez-vous une première fois, tu rends le mandat, tu as une visite 2 jours après, t'as pas des fois toutes des informations, il te manque des petites choses. Voilà, ça peut t'arriver. L'IA, tu l'as pas, ça. L'IA, tu rentres toutes les données, et puis tu fais ta visite avec la maison, tu as la tablette, elle donne toutes les informations pièce par pièce, avec les projections potentielles que tu peux faire dans la maison. Demain, t'es remplacé. Donc, tous les métiers, je pense, sont tous. Et les métiers même physiques, les pompiers. J'étais pompier 16 ans. Les pompiers, demain, tu mets des robots aussi, les robots Tesla un peu plus évolués, ils rentrent dans le feu. Nous, en tant que pompier, c'est compliqué de rentrer dans le feu. Enfin, là, il y a pas mal de documentaires sur l'IA. Hein. Et notamment, j'avais vu dans le documentaire, même les forces de l'ordre. Ils ont créé des robots basés sur l'IA adaptés pour justement le maintien de l'ordre. Imagine-toi si t'as un problème, une fusillade ou quoi que ce soit, mais le robot, il peut... Ouais, non, c'est l'avenir, ça fait peur. Ça fait peur, ouais. Ça fait peur parce qu'on a vu plein de films, on sait pas vers où on va, mais en tout cas, c'est l'avenir et dans tous les cas, on y va. Du moment qu'il n'y ait pas une machine qui s'appelle Skynet, ça devrait le faire. Ça va. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton quotidien ? Est-ce que c'est le côté technique ou est-ce que c'est plus le côté relations humaines ? Moi, c'est le côté relations humaines. C'est la technique, elle est indispensable, hein, sinon on ne peut pas exercer le métier. Mais moi, ce qui me plaît le plus, c'est pas le côté technique. C'est vraiment rencontrer les gens. Rencontrer des gens, leur quotidien, discuter, comment trouver des solutions. Ça met vraiment, vraiment du sens dans ce que je fais. Et c'est une sacrée récompense au-delà de la rémunération, c'est de se dire, putain, j'ai trouvé une solution à quelqu'un, quoi. Cette personne, elle s'enlève une épine du pied, entre guillemets, elle s'enlève un souci en moi en se disant, bah voilà, j'ai mis en place ça, je sais pourquoi j'ai mis ça en place avec Ulrich. Oui, et puis le côté financier, ça peut être vite prise de tête quand tu te retrouves en négatif ou que c'est compliqué les fins de mois, très très vite, ça peut te paralyser, ça peut détruire des familles complètement. Détruire des familles et puis discuter avec l'autre, quoi. Tu vois des gens en face de toi. Bien sûr. Ils se confient sur pas mal de choses et c'est pour ça que toi, tout à l'heure, je parlais de l'écoute. Moi, j'ai eu un étudiant qui se posait des questions pour faire ce métier et il se demandait quelle est vraiment la qualité principale pour faire ce métier. La qualité essentielle pour faire ce métier, c'est pas forcément la technique, c'est l'empathie, l'écoute. Envie d'aider l'autre. Si on a déjà de manière innée ces qualités-là, on peut que être bon dans son métier. Parce que à partir du moment où on a compris l'autre, le côté technique, c'est que des produits finalement qu'on va conseiller, qui vont s'adapter. On pourra avoir un vrai accompagnement désintéressé et avec une vraie aide. La première qualité, c'est vraiment l'écoute. L'écoute, envie d'aider l'autre. Ça, si tu as ça, tu as fait 80% du métier. Les 20%, c'est l'aspect technique. Justement, à l'inverse, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit ce métier est vraiment dur, vraiment compliqué ? Oui, quand je me suis formé à ce métier. Parce que quand on fait les cours, c'est vraiment de la technique. Hein, c'est du pur technique, il n'y a pas du mal. C'est la pure technique, on va aborder la fiscalité dans les moindres détails, la succession. Ça t'a effrayé un peu, ouais. Ouais, au début, tu dis, oh putain, où est-ce que j'ai mis les pieds, quoi. Est-ce que financièrement, au départ, justement, quand tu le lances à ton compte, quand tu es salarié, tu as ton salaire à la fin du mois, quand tu es à ton compte, tu débrouilles, il y a une partie commerciale, est-ce que c'est pas trop compliqué au départ ? L'aspect commercial ?
Le départ, ne serait-ce que l'aspect financier, j'imagine qu'il faut démarcher au début les premières personnes. Oui, complètement. Au début, c'est tu sors les rames. Hein. Comme tout chef d'entreprise qui démarre une entreprise, il sort les rames au moins les 2 premières années. Hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai quitté le cabinet de courtage, quand j'étais salarié, j'avais le droit à Pôle emploi pendant 2 ans. Et j'ai mis à profit ces 2 ans de Pôle emploi pour développer mon cabinet. Donc, ça peut être intéressant, pour se lancer. Mais si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier, qui est salarié, hein, souvent c'est le cas, on est salarié, on veut se lancer à son compte, utilisez le temps de Pôle emploi pour vous développer. Ça, tu fais comment? Tu te renseignes auprès de Pôle emploi, tu vois ta conseillère, tu lui expliques que tu veux te lancer en tant que gestionnaire de patrimoine, que tu as des formations, et tu es payé par Pôle emploi jusqu'à ce que tu aies tes premiers revenus, c'est ça? Alors, moi, j'avais pas expliqué mon projet de gestionnaire de patrimoine. Moi, j'avais déjà mes idées, je savais où j'allais, quoi. Donc, j'allais pas chez Pôle emploi en disant « je sais pas quoi faire ». Non, dans ma tête, c'était clair. Je veux me former pour faire ce métier. Donc moi, j'ai brossé Pôle emploi dans le sens du poil pour qu'ils me lâchent la grappe pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, ils m'ont lâché la grappe et j'ai pu me former et me lancer. D'accord. Me lancer. Mais vraiment, celui qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut partir dans de très bonnes conditions d'un point de vue financier. Voilà, c'est important. Ça, c'est quelque chose, je pense, de très important dans la vidéo. Soit on a Pôle emploi, ou si on n'a pas la chance de pouvoir Pôle emploi, c'est d'avoir suffisamment d'épargne ou de trésorerie pour pouvoir vivre. Il faut prévoir 1-2 ans de trésorerie de côté. Facile, complètement. Ouais. Et puis là, il faut se retrousser les manches. Il ne faut pas compter ses heures. Il faut se créer du réseau. Comme le côté commercial, quoi. Il y a le côté commercial dans ce métier-là, parce que, mine de rien, on propose des produits, donc on vend des produits. Hein, donc il y a un aspect commercial. Et là, il ne faut pas compter ses heures, quoi. Tu t'es aidé pour cet aspect commercial, tu t'es aidé d'organismes. On avait parlé ici Contact 66. Moi, j'ai intégré le BNI. D'accord. Et le BNI, pour faire simple, c'est un groupe de chefs d'entreprise. Hein, donc c'est un club d'affaires, pour faire simple. Ils sont partout alors, c'est l'Europe, c'est le monde, c'est quoi? C'est monde. Le monde, d'accord. Il y a des groupes BNI partout dans le monde. Alors, on n'est pas là pour faire la publicité du BNI, c'est juste d'expliquer un peu ton parcours et pourquoi tu es passé dedans. Hein. Donc, complètement. Et l'avantage de rejoindre un groupe de BNI, donc j'ai intégré un groupe de chefs d'entreprise. Et dans ce groupe, il y a qu'une seule profession de représenter. Et c'est là, grâce au BNI, où j'ai eu de la recommandation de mes co-membres de la réunion, du groupe. Et c'est là où j'ai créé un réseau, des partenariats avec des professions connexes au bien. Par exemple, un courtier en crédit, un avocat en droit des affaires, un expert comptable, etc., etc. Donc pour les gens qui comprennent bien, le BNI, c'est un groupe de professionnels qui se rassemblent et qui permet d'échanger ensemble et de partager vos métiers. Vous êtes un professionnel par secteur. C'est ça. Donc, tu étais le seul gestionnaire de patrimoine. Voilà. Vous présentez votre métier entre vous, entre d'autres personnes, etc. Et ça vous fait travailler, en fait. Complètement. C'est pour vous accompagner. Donc, ça peut être aussi une solution pour des gens qui veulent se lancer dans ce métier ou dans un autre métier. On en présente beaucoup sur la chaîne. Et le côté marketing, ça peut parfois effrayer. Savoir qu'il y a des groupes qui aident pour ça, en fait. Complètement. Et il n'y a pas que le BNI, il me semble. Il n'y a pas que le BNI. Donc, pour ceux qui nous regardent, il y a d'autres groupes d'affaires. Hein. Donc, moi, j'ai sélectionné le BNI parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Mais il y a d'autres groupes d'affaires, donc n'hésitez pas à visiter d'autres groupes d'affaires. Il y a plein de groupes et c'est payant. Hein. C'est payant. C'est payant, voilà. Mais bon, t'en es content, non? Il y a un retour sur investissement. Voilà, donc, à partir du moment où on a un retour sur investissement, c'est que ça paye derrière. Hein. Quel a été ton plus beau souvenir professionnel, en fait? Un client, peut-être une situation ou un résultat dont tu es particulièrement fier? Je vais revenir sur ma petite étudiante qui a mis 50 € par mois pour préparer sa retraite parce qu'elle vivait au quotidien la misère financière de ses parents. Ça a été quelque chose de marquant et vraiment une fierté. Oui, c'est beau, en plus, même de sa part, de penser à ça à son âge et de lancer ce processus, et puis toi de l'accompagner, juste de l'accompagnement pour l'instant, c'est bien. J'ai même une autre image, un autre souvenir qui me revient en tête, c'est pas la jeune étudiante, c'est notre dame qui voulait préparer sa retraite, elle est à quelques années de la retraite, et quand je lui ai apporté tous mes conseils, elle me
Donc, je lui ai demandé si elle était satisfaite. Elle m'a dit bien sûr elle était très satisfaite. Et elle m'a dit, mais je ne comprends pas, votre métier devrait être d'utilité publique. Alors, quand elle m'a dit ça... ça fait plaisir. Hein. Ah ouais. Puis en vrai, c'est vrai, en fait. Non, mais c'est que tout le monde devrait, je pense, le faire. Mais l'entendre de son client, on se dit, putain, tu ressors, t'as la banane. Mais c'est vrai qu'après, on peut conseiller, honnêtement... on peut que conseiller aux gens qui regardent cette vidéo, alors de te contacter à toi ou qui, peu importe, gestionnaire de patrimoine, c'est pas pour faire de la publicité, mais pour de bon, ne serait-ce que pour eux, de contacter un gestionnaire de patrimoine et mettre en place des solutions pour leur avenir, parce que là, on parle de leur propre avenir. Et moi, j'invite tout le monde à consulter un conseiller en gestion de patrimoine, ne serait-ce que pour voir quelque chose de différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir, par exemple, à la banque. De voir ce que le conseiller ou la conseillère va préconiser comme stratégie. Ouais, de comparer. On le fait pour des mutuelles, pour les mutuelles d'assurance et ce genre de choses. C'est extrêmement intéressant et ça permet de vraiment, comme tu l'as dit, de faire la différence entre la banque et un CGP. Alors un CGP, c'est conseiller en gestion de patrimoine. C'est l'abréviation. L'abréviation de ce métier pour aller plus vite. Psychologiquement, c'est pas toujours évident en fait de toujours conseiller au mieux les gens, surtout dans le contexte économique. C'est vrai que là, on sait pas du tout où on va avec ce qui se passe en Russie, aux États-Unis, avec Trump qui bouleverse un petit peu le monde, concrètement, avec son bras droit à Musk. Ils sont en train de bouleverser littéralement le monde. Ils rabattent les cartes. J'imagine que sur l'aspect financier, ça doit être un peu pareil. Comment tu fais en fait pour rester parce que tu vas pas me donner de réponse sur le monde, sur le changement du monde, ça va être compliqué. Ouais. En tout cas, à toi, à ton petit niveau en tout cas, comment tu fais pour rester positif et motivé tous les jours ? Alors moi, motivé, moi de toute façon, déjà. Moi, tu aimes ce que tu fais. Déjà, j'aime ce que je fais, mais au-delà de ça, je suis motivé parce que ce métier-là, il sera de plus en plus nécessaire. Les gens vont faire appel de plus en plus à des conseillers en gestion de patrimoine. Pour donner une idée, les pays anglo-saxons, tu prends les Américains, les Anglais, les Australiens, le métier de CGP, c'est un métier qui est extrêmement connu. C'est un métier qui est vraiment démocratisé à mort. En France, ça le devient de plus en plus. Donc il y aura de plus en plus de gens qui vont nous consulter. Donc c'est un métier qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenir. Ensuite, par rapport au contexte général, il y a toujours des crises. Oui. De toute façon, l'économie, c'est jamais un long fleuve tranquille. Mais dans chaque crise, il y a toujours des opportunités. Et c'est valable dans n'importe quel domaine. Quand il y a une crise, certains saisissent une opportunité suite à une crise. Et les investissements, c'est pareil. Même à petit niveau ? Même à petit niveau. Là, on voit Trump, etc. Alors oui, il y a beaucoup d'inquiétudes, etc. Alors moi, à chaque fois, quand je rencontre quelqu'un, il va y avoir une guerre. Oui, il y a déjà une guerre. Oui, il va y avoir la guerre en Ukraine, etc. Mais il va y avoir une guerre mondiale. Mais j'entends des peurs. Qui sont potentiellement légitimes, ça se comprend. Maintenant, bon. Elle se comprend. Est-ce que c'est un objectif pour les multi-riches de créer une guerre ? Je suis pas certain non plus. Voilà. Il y a beaucoup de peurs. Ça, c'est vrai qu'il y a énormément de peurs. Du coup, les Français sont extrêmement inquiets. Et à juste titre, quand tu vois le contexte politique et économique en France, et voire même mondial, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Ceci dit, il faut quand même prendre un peu de recul et de se dire que de toute façon, des crises, il y en a toujours eu, des crises. Donc, on saisit les opportunités, on ne les saisit pas. Mais il faut aussi il faut souffler, comme on dit, il faut péter un bon coup et continuer à vivre. Non, mais c'est vrai, parce qu'à un moment donné, si tu vis sur les peurs... Tu fais rien, t'avances pas. T'avances pas. Si tu devais résumer ton métier en 3 mots, ce serait lesquels ? Alors, l'écoute, j'imagine, qui est ressorti plusieurs fois. Ouais, c'est l'écoute, l'écoute, les valeurs, puis le professionnalisme. C'est... Quand on a les valeurs, l'écoute et le professionnalisme, on est pareil. On est bon, quoi. On est très, très bon. Pour des personnes qui commencent à se constituer leur patrimoine, quel serait ton conseil principal à leur donner ? Pour quelqu'un qui démarre la construction de son patrimoine, déjà, premier conseil, constituez-vous une épargne de précaution. Une fois que vous avez constitué votre épargne de précaution, posez-vous les bonnes questions. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est mettez un pourquoi. Quand vous ouvrez un contrat, il faut que vous sachiez pourquoi vous l'avez ouvert. Souvent, quand je fais l'inventaire financier de mes clients, notamment les placements qu'ils ont à la banque, quand je leur demande pourquoi vous avez ouvert ce placement, souvent, à 99%, je ne sais pas. Le banquier m'a dit que c'était bien. Oui, ça fonctionne comme ça. Bon, c'est un constat, c'est comme ça. Et je trouve ça malheureux
qu'on ouvre un contrat sans mettre de pourquoi derrière. Il faut qu'il y ait un objectif. Si c'est pour faire plaisir à la banque, il n'y a aucun intérêt. Et ce que je dis à mes clients, c'est, si vous ouvrez un contrat, c'est vous mettez un pourquoi derrière. Si on vous pose la question, pourquoi tu as ouvert ça ? Ça, c'est pour la retraite. Ah, ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour la succession. Enfin, peu importe. Il y a un pourquoi derrière. Donc, se constituer une épargne de précaution, déterminer ses objectifs. Quel est le but ? Est-ce que c'est la retraite ou autre ? Une fois qu'on a ça, on peut commencer à envisager des solutions de placement. Donc, si c'est la retraite, c'est peut-être aller sur des placements qui vont être dédiés pour la retraite. Donc, c'est vraiment de faire le point, en fait. L'épargne de précaution, check. Quels sont mes objectifs ? Après, si on ne sait pas, on va demander conseil. Oui, le mieux, c'est de se rapprocher d'un professionnel, pour le coup. C'est ça. Bien sûr. En dehors de ton travail, comment tu déconnectes ? Alors, tu nous as dit que tous les matins, tu allais faire du sport, le voyage, etc. C'est quoi ton équilibre ? Ça reste ce que tu nous as expliqué tout à l'heure ? Sport le matin, travail l'après-midi ? Ouais, c'est famille, sport, et puis après, c'est le travail. Donc là, je trouve un équilibre. Mais c'est vrai que tu as quand même, de tous les gens que j'ai pu recevoir, c'est quand même très cool de ne pas travailler le matin, de pouvoir profiter avec les enfants. C'est top, super, t'as mieux. Non, mais d'ailleurs, j'ai certains copains qui me chambrent avec ça, qui disent je passe plus de temps au sport qu'au travail. Mais parce que je sais optimiser mon temps. La gestion du temps, c'est essentiel quand on est indépendant. Quand on arrive à gérer son planning de manière optimale, on peut se consacrer. Et d'ailleurs, je recommande à tout travailleur indépendant ou pas d'avoir un planning consacré pour soi-même. Pour soi-même ou pour sa famille. Oui, il faut se consacrer du temps. Bien sûr. C'est essentiel parce que si on passe que son temps au travail, à un moment donné, il y a un déséquilibre quelque part et finalement, on n'est pas heureux dans le domaine dans lequel on travaille. Tu nous as parlé tout à l'heure de gagner au loto. Tu m'as dit peut-être qu'elle va gagner au loto. Si toi, demain, tu gagnais 10 millions d'euros, demain, Ulrich, il a un ticket, il a gagné 10 millions d'euros, qu'est-ce que t'en ferais ? Alors moi, c'est très simple, c'est 10 millions, tu m'as dit ? 10 millions. 10 millions d'euros, c'est placé et je vivrai de mes rentes. Pour faire très simple, donc 10 millions diversifiés sur plein de supports d'investissement, parce que, pareil... Pour limiter les risques ? Ce que je préconise toujours à mes clients, c'est diversifiez-vous. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Il faut aller sur différents supports d'investissement, que ce soit de l'immobilier, du financier. Il faut être diversifié. Donc moi, je vivrai de mes rentes. Avec 10 millions d'euros, vous pourrez gagner combien par mois déjà, je pars dans les îles. blague, quoique. Non, moi, c'est très simple. Moi, mes 10 millions sont placés, diversifiés, placés sur différents supports immobiliers, financiers, etc. On peut aller chercher facilement 5% de rendement annuel par an. Donc 5% de 10 millions, ça fait 500 000 euros de dividendes annuels. Ouais, donc, c'est pas mal. Je pense qu'avec 500 000 euros par an, on vit extrêmement bien sans toucher à son capital. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne touche pas à son capital. C'est votre capital qui vous fait gagner de l'argent. Oui, 45 000 euros presque par mois, on vit bien, quoi. Largement, bien sûr, on fait partie des riches. Bah oui, 0,1% des plus riches. On fait partie des riches. Donc oui, moi 10 millions, c'est placé. Je ne toucherai pas 1 euro de ce capital, c'est placé. Je ne vivrai que des dividendes. Bon, dès que j'ai touché mes 10 millions, je te contacte. Ouais, tu m'appelles. Pourquoi, selon toi, en fait, tout le monde devrait consulter au moins une fois dans sa vie un gestionnaire de patrimoine ? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour comparer. Voir entre ce que m'apporte la banque et le CGP peut me conseiller. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est l'accompagnement. Parce que le banquier, très clairement, il va te préconiser un produit, tu signes le contrat, tu signes en bas à droite, et il y a très très peu d'accompagnement avec le banquier. Parce qu'il n'a pas le temps, entre autres, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Il faut savoir que l'accompagnement moyen, on va dire la durée moyenne d'un CGP avec son client, c'est 14 ans. 14 ans ? Ouais. D'accord. Il y a un vrai suivi. Il y a un vrai suivi. Alors là, c'est pas pour critiquer les banques, on est là pour critiquer aucun métier, mais c'est vrai que généralement, dans les banques, ça tourne, il y a un gros turnover. Il y a un turnover, et puis ils n'ont pas le temps. Enfin, c'est pas pour tirer sur les banquiers, c'est leur milieu de travail qui veut ça. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'un CGP n'est pas là que pour vous apporter un conseil à l'instant T. Il est là pour vous apporter un accompagnement sur la durée. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui ouvre un contrat pour préparer sa retraite, je suis dans l'obligation, c'est pas seulement une conscience professionnelle, c'est aussi une obligation de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui exige que le client doit être suivi tout au long de son placement effectué avec le conseiller.
D'accord, donc tu fais des points annuels? Des points annuels. Et ça, c'est la réglementation qui l'exige. Alors, c'est super. Voir où t'en es, est-ce que ça a été du positif, est-ce qu'on a atteint les objectifs, c'est bien. Exactement. Et, ou même, sans parler du placement en lui-même, la situation peut évoluer. Voilà, bien sûr. Il y a eu un décès, on a des enfants, on a perdu le travail. Moi, je suis là aussi pour redonner des conseils s'il faut. Mmh. Non, c'est très bien et c'est j'ai envie de dire presque obligatoire. C'est une nécessité. Sachant que les banques, alors là c'est pareil, toujours pas dans la critique, mais moi je suis en train de passer à une banque que j'ai pas de nouvelles quoi. Alors autant j'ai une autre banque avec qui je travaille, un banquier qui est super, qui sera peut-être présent ici d'ailleurs, on est en train de voir. Ça serait et super. Ça sera un plaisir. Et il est vraiment super, il me suit depuis des années, j'en suis très satisfait. Autant je suis dans d'autres banques où j'ai aucune nouvelle, je sais pas. On a de l'argent qui est placé et puis ça dort et puis. C'est le constat que beaucoup de clients ont. Et si tu arrives à faire venir un banquier, ça serait super intéressant. De rentrer dans le cœur de la machine. Parce que nous, on a... Alors, c'est pas évident, on va pas se mentir. Ouais. Le banquier est partant à 100%. Maintenant, il faut demander des autorisations au-dessus, etc. C'est un peu comme le notaire. On a un notaire en attente, c'est pareil. Mais ça serait il est partant à 100%, chouette. Mais derrière, super chouette il y a des organismes, il y a des grosses machines, c'est pas évident. De connaître concrètement à l'intérieur d'une banque comment ça fonctionne, comment le banquier ou la banquière travaille, c'est super intéressant parce que nous, on a une vue extérieure. Mais ça serait chouette que tu. C'est pour ça que je fais ces interviews, c'est pour donner la parole aux professionnels et qui nous expliquent l'intérieur de leur métier qu'on ne connaît pas. Gestionnaire de patrimoine, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir la vidéo qui ne connaissent pas et qui ont sûrement ces préjugés, c'est pour les riches. Ça permet de démystifier ça. On pourrait avoir la même chose pour les banques, ça serait intéressant. Oui, complètement. J'ai une dernière question à te poser. Oui. Si c'était à refaire, est-ce que tu le ferais? Ce métier? Oh, ouais, mais alors, sans aucune hésitation. Et mon plus grand regret, c'est d'avoir découvert ce métier à 40 ans, aussi tardivement. Bon, ça t'a forgé, ça a été une expérience, tout ça. Alors, bien sûr. Voilà, si je... T'aurais peut-être été moins bon et peut-être t'aurais abandonné avant. Exactement, c'est pour ça que j'arrive à relativiser ça, mais oui, sans aucune hésitation, mais complètement. C'est un métier qui est extrêmement intéressant. Il n'y a pas de routine. C'est génial. C'est chaque client, chaque dossier est différent. Les objectifs sont différents, la situation est différente, les solutions seront différentes. Ça n'a pas de prix, ça. Ne pas avoir de routine. Moi, quand je travaille, quand je suis sur un dossier, je ne vois pas le temps passer. C'est le plus important. Et quand on ne voit pas le temps passer, ça, c'est un signal très fort pour dire, putain, tu t'éclates dans ce que tu fais, quoi. On voit que ça te passionne et ça, c'est bien. C'est vraiment, si vous aimez les gens, encore une fois, vous aimez les gens, vous aimez le domaine du placement, de l'investissement, mais putain, foncez, quoi. Faites ce métier. Et je peux vous dire qu'il y a à peu près 5000 conseillers en gestion de patrimoine sur tout le territoire français. C'est très, très peu. Ouais, c'est pas beaucoup. En Allemagne, il y a 20 000 conseillers. Il y a une carence de CGP sur le territoire national. Si vous posez des questions, il y a un marché considérable à prendre. D'accord. Sachant que les gens qui regardent cette vidéo, peu importe où ils sont en France, ils peuvent te contacter. Ils retrouveront les liens dans la description, bien sûr, pour pouvoir te contacter. Ils peuvent travailler avec toi à distance. À distance, à travers une visio, ça se fait, mais facilement, sans aucune difficulté. On va te les plannings. Voilà. Fini le sport le matin. Et d'ailleurs, vous avez sur ma page Google, vous avez je me rappelle plus du nom, c'est mon calendrier, donc ils peuvent se positionner un rendez-vous sur mon planning. Directement dessus. Voilà, directement. Ouais. Et pour terminer, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être? Déjà, je te remercie, David, déjà de m'avoir invité. Avec plaisir. Et puis aussi de donner l'opportunité aux gens qui nous regardent de découvrir ce métier, qui est un métier formidable. Et je tiens aussi à remercier ma femme et ma famille pour leur soutien au quotidien, parce qu'au début, surtout au démarrage, ça va être difficile. Ça a été très difficile et donc il y a eu beaucoup de sacrifices de fait de ce côté-là et je les remercie. Et je remercie également tous mes clients qui me font confiance, qui continuent à me recommander. Donc un grand merci. Et également tous mes partenaires, parce que sans mes partenaires, pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et puis également tous les professionnels qui m'épaulent aussi dans mes études patrimoniales. Par exemple, s'il y a besoin de consulter un courtier en crédit ou un avocat en droit des sociétés, etc. En tout cas, tous ces partenaires... Vous travaillez tous ensemble. Voilà, il y a une collaboration
toujours dans l'intérêt de nos clients, donc merci à eux également. Super, le message est passé. Alors j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair sur le métier de gestionnaire de patrimoine et de comprendre ce qu'il apporte et à qui il s'adresse. On retiendra en fait que la gestion de patrimoine, c'est avant tout un métier de passion, de relations humaines et de stratégie. Si vous souhaitez contacter Ulrich, vous retrouverez toutes les informations dans la description de la vidéo, on mettra tous tes liens qui puissent te contacter. N'hésitez pas à aller voir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt avec un nouveau focus sur un autre métier de l'immobilier. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye. Allez, ciao ciao. À bientôt. Et justement... Oh putain, c'est mon épi. Jo T'as pas du gel? Ouais, après, si, même si c'est pas droit, c'est pas un problème. Il se régale à taper. Ah, il y a un petit décalage quand même. Je commence à faire froid un peu. Ouais, toi aussi, tu sens? Je me force à ne pas claquer des dents. Je peux dire, j'ai des tétons qui pointent là. Je pense qu'il y a un bêtisier. Non, non, tu vas pas mettre ça quand même. Ah voilà, c'est bon? C'est dans la boîte? Ouais. Bravo, bravo.